Le top 3 minutes avant. Je ne vois pas. On est à 3 minutes avant. D'accord, donc je vais rappeler comme hier. Donc j'attends que tout le monde soit à peu près assis. Donc comme vous avez... Bien, et ben, un petit peu comme hier, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir un astrophysicien, un vrai, un astronome, quelqu'un qui est un spécialiste du Soleil, des rayons cosmiques, avec qui nous avons déjà eu beaucoup de conversations sur le sujet, et qui est là aujourd'hui pour nous faire une conférence sur le Soleil, et je vois un accélérateur de particules. Ça veut tout dire. Astrophysicien, astronome, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Je crois que c'est l'essentiel est dit, mais quel talent. Et je l'ai déjà vu, donc n'hésitez pas, vous verrez, il est tout à fait disponible et il répondra à toutes vos questions. En plus, je lui dis qu'il avait 1h30, donc il n'y a pas de souci. Karl Ludwig. Merci beaucoup. Bonjour messieurs, dames. Merci beaucoup de m'accueillir ici dans vos journées d'observation du Soleil. Vous connaissez beaucoup de choses du Soleil, vous l'observez, vous connaissez l'aspect visible, peut-être d'autres aspects. Un des aspects qui m'intéresse à titre personnel, c'est la question de savoir comment le Soleil accélère des protons, des électrons à des énergies assez élevées. C'est un problème d'astrophysique. Et c'est aussi un problème qui a des répercussions un peu pratiques, au moins pour le personnel de l'aviation civile, et on va parler de tout ça. Donc, le terme particules de haute énergie est sans doute quelque chose qui n'est pas immédiatement clair, donc je vais essayer d'expliquer ce que c'est. Nous connaissons comme messager de l'univers la lumière, les photons, mais il y a aussi autre chose que nous observons également avec des instruments spécialisés et qu'on observe à partir de satellites aussi, qui sont des protons, des électrons, des noyaux atomiques de haute énergie. Donc on va en parler un peu au début. On les appelle rayons cosmiques pour des raisons historiques, et je vais expliquer comment on a trouvé, il y a une bonne centaine d'années, qu'il y a un bombardement de la Terre en permanence par des particules de haute énergie. Finalement, le Soleil y contribue, ce n'est pas le seul contributeur. Le Soleil, quand on le regarde en ondes radio, en rayons X, en ultraviolet, donc en presque tout, sauf la lumière visible, une étoile assez variable.
et une étoile où il y a des espèces d'explosions qu'on appelle les éruptions solaires, des éjections de masse, et où il y a aussi l'accélération de particules à des hautes énergies. Alors je vais illustrer ça avec 2-3 observations et puis parler brièvement à la fin des applications que certains d'entre vous connaissent, qui sont les doses de radiation qu'on reçoit quand on est à bord d'un avion. Donc, commençons par les messagers de l'univers. On connaît bien ce messager que sont les photons, la lumière visible, ou d'autres longueurs d'onde qui ne sont pas visibles mais détectables, comme des rayons X, comme les ondes radio. Voici un cliché du Soleil, comme nous le prenons quotidiennement à l'Observatoire de Meudon depuis à peu près 110 ans. On voit là un astre qui émet de la lumière. Et pourquoi est-ce qu'il émet de la lumière? C'est parce qu'il est chaud. Il est chaud comme il émet de la lumière comme un morceau de fer dans une fonderie qu'on porte à haute température, émet de la lumière, une lumière qui est d'autant plus brillante que la température est élevée. Donc il y a une relation entre la température et l'émission. Haute température veut dire forte émission. Ça, c'est typiquement quelque chose qu'on a dans une étoile comme le Soleil ou Betelgeuse. Betelgeuse est ici montrée avec une résolution spatiale. C'est une étoile lointaine, la première étoile, je crois, sur laquelle on a été capable de voir quelques détails de surface, pas encore très, très détaillés, mais le fait qu'on puisse le faire, comme le montre ici le cliché de mon collègue Pierre Kervella à l'Observatoire de Paris, est quelque chose de très remarquable. Mais de nouveau, comme dans le cas du Soleil, l'émission est là parce que l'étoile est chaude. Mais de temps en temps, à certains endroits de l'univers, on voit autre chose. Ça, c'est la nébuleuse du Crabe, qui est le reste d'une supernova qui a explosé en 1054. Et à ce moment-là, le noyau de l'étoile s'est effondré et les couches externes sont éjectées dans l'espace interplanétaire et continuent à s'étendre dans l'espace interstellaire, pas interplanétaire, dans l'espace interstellaire. Et là, on voit de nouveau une émission lumineuse, ça c'est un cliché de l'ESO, mais là, on ne voit pas l'émission parce que le gaz est excessivement chaud, mais parce qu'il y a des particules très rapides, des électrons, qui se propagent pratiquement à la vitesse de la lumière. Alors, nous avons cette émission, entre autres, et souvent, c'est ce que l'on connaît le mieux, parce que l'étoile est chaude, parce que le gaz est chaud. Et l'émission vient de particules. Qu'est-ce que c'est des particules? La matière, telle qu'on la connaît, est constituée d'atomes. Dans les atomes, nous avons un noyau, ici un seul proton, ça serait l'atome de l'hydrogène, et autour des électrons. Maintenant, les électrons, ils peuvent changer d'orbite. Là, j'ai montré une orbite, un peu comme une planète qui tourne autour du Soleil. C'est une manière de s'imaginer les orbites des électrons autour des atomes. Ce n'est pas tout à fait la vérité, mais c'est ce qu'on peut s'imaginer. Et on a des émissions, par exemple, du Soleil, parce que les électrons changent d'orbite. Ou bien, quand les électrons sont très rapides, quand la température est très élevée, un électron libre peut arracher un électron à un atome, et à ce moment-là, nous n'avons plus d'atomes ou des molécules, nous avons des protons, des électrons libres, ou des noyaux, des ions, des noyaux atomiques, c'est-à-dire nous avons des particules chargées. Et quand nous parlons de particules énergétiques, en astrophysique, c'est en général des particules chargées, la plupart du temps des protons et des électrons qui sont les plus abondantes. Alors, dans un gaz, ces particules ont des vitesses différentes. Certaines sont lentes, d'autres sont rapides, et je vous montre un graphique
qui essaie d'illustrer cela. Si vous n'aimez pas les graphiques, ne vous faites pas peur, vous pouvez passer et regarder le reste. Mais ce graphique, il montre il montre ici la vitesse et il montre 3 courbes qui sont les vitesses typiques ou les vitesses quand les atomes dans un gaz à moins 100 degrés, à 20 degrés et à 600 degrés. Donc, les vitesses, on compte les atomes, on mesure leur vitesse et on trace le nombre d'atomes en fonction de la vitesse. On peut aussi imaginer un exemple qui est plus près de chez nous. On prend juste la même courbe, mais on prend des piétons. Regardez un ensemble de quelques milliers de piétons et mesurez leur vitesse. Nous savons que la vitesse moyenne du piéton, elle est de 4 à 5 km par heure. Alors, il y en a qui marchent plus vite, 6 à 7 km par heure. Je crois que le record du monde pour un marcheur de 50 km est de l'ordre de 14 km par heure. Donc, on peut tracer ça. Prenons cette courbe-là et considérons-la comme une courbe qui décrit la vitesse d'un marcheur. Donc, la moyenne, c'est 4 km par heure. Personne ne marche à 0 km par heure parce que si vous regardez suffisamment longtemps, tout le monde se déplace et à une certaine vitesse. Elle peut être faible, mais elle n'est pas zéro. Donc, on n'a personne qui marche à 0. Donc, ensuite, il y a de plus en plus de gens qui ont une vitesse plus élevée jusqu'à la majorité des gens qui ont donc ces 4 à 5 km, disons 4,5 km, et ensuite, la courbe redescend. Alors, les plus rapides, disons 7 km, les gens qui font les 50 km de marche aux Jeux olympiques, il n'y en a pas beaucoup, 14 km, c'est quelque part ici. Donc, c'est un peu comme les particules dans un gaz, on mesure une vitesse moyenne, on peut mesurer les vitesses individuelles, on peut en tracer cette courbe, on déduit la vitesse moyenne et on a une courbe qui a une certaine largeur, et cette largeur-là, c'est-à-dire la gamme des vitesses, c'est la température. Donc, si on a le Soleil avec une température de 6000 avec une température de 6000 degrés à la surface, on a une certaine distribution de vitesse. Pour les atomes qui émettent, ici, on a comparé ça avec la vitesse des piétons. Alors, ça, c'est dans un gaz d'une certaine température ou dans une population de piétons. Qu'est-ce que c'est les particules de haute énergie? On voit là deux pour les piétons. Les gens qui courent les 100 mètres en 10 secondes, ça, c'est des gens qui sortent complètement du tableau ici. 100 mètres en 10 secondes, c'est 36 km par heure. Par rapport à la vitesse moyenne du piéton, c'est 8 à 9 fois plus. Il n'y a pas de piétons dans une population normale que vous pouvez prendre au hasard qui puisse courir à cette vitesse-là. Pour l'atteindre, il faut faire quelque chose de particulier, il faut s'entraîner, il faut manger certaines choses, il ne faut pas manger d'autres qui aident aussi à atteindre de hautes vitesses. Donc, on fait quelque chose pour atteindre des hautes vitesses. Et ça, c'est exactement ce que je voulais illustrer pour les particules dans l'univers. Nous avons des particules dans les gaz chauds, par exemple, surface du Soleil, 6000 degrés, mais il y a des particules qui sont beaucoup plus rapides, parfois 300 000 km par seconde. Regardons, avant de regarder les rayons cosmiques, les vitesses typiques des particules en fonction de la température. Donc ici, presque le zéro absolu, nous avons quand même une vitesse de 100 mètres par seconde pour les protons.
À 0 degrés Celsius, 1,4 km par seconde. À 30 degrés Celsius, 1,6 km par seconde. Et si maintenant on prend les exemples du Soleil avec la photosphère, la surface, 6000 degrés Celsius, la vitesse moyenne des particules, des protons, des électrons, des protons est de 7 km par seconde. Alors, vous savez sans doute, beaucoup d'entre vous sauront, que la couronne, qui est la couche externe du Soleil, qu'on voit lors d'une éclipse, est beaucoup plus chaude. Elle est à 1 million de degrés. Un des grands problèmes, je suis sûr que Milan Maximovic vous en a parlé hier, un des grands problèmes de physique, d'astrophysique fondamentale qu'on se pose actuellement et à laquelle on n'a pas encore de solution. Dans cette couronne de 1 million de degrés, la vitesse moyenne est de 90 km par seconde. Mais quand nous parlons de particules énergétiques, là, nous allons à des dizaines, des centaines de kilomètres par seconde. On ne peut pas aller plus loin, plus vite que la vitesse de la lumière, mais on peut s'en approcher. Donc, les particules de haute énergie ou de haute vitesse, c'est des protons, des électrons, des ions qui ont une vitesse extraordinairement élevée par rapport à la moyenne des particules dans un gaz comme la couronne solaire, par exemple. Alors, d'où est-ce qu'on sait que des particules comme cela nous atteignent? J'ai dit tout à l'heure, la nébuleuse du Crabe, c'est une émission en lumière visible qui vient de particules de haute énergie, mais je ne l'ai pas démontré. Alors, on connaît les particules de haute énergie qui viennent de l'univers depuis 1912. Et on se posait une question qui n'avait rien à voir avec l'astrophysique au début, mais qui a quelque chose à voir avec nos cours d'électromagnétisme. Vous vous souvenez peut-être de cet instrument qui s'appelle l'électroscope. C'est un instrument relativement simple qui a une table métallique ici et deux tiges métalliques qui peuvent bouger l'un par rapport à l'autre. Alors, si vous apportez un objet chargé, donc en cours de physique, on apprend qu'il faut faire des choses extraordinaires, par exemple frotter un bâton de verre avec une fourrure de chat. Ça, c'est une technique pour charger la baguette. Ensuite, vous approchez cette baguette de l'électroscope. Elle est chargée positivement, c'est-à-dire il manque des électrons ici, et donc dans la plaque métallique, il y a plein d'électrons. Cette charge positive va attirer les électrons ici, et puisque les électrons sont attirés ici, il manque là, et vous avez une charge positive ici. Et puisque des charges de même signe se repoussent, vous allez voir que vos deux lamelles vont s'éloigner. Donc vous voyez ici dans le dessin que les deux lamelles se sont éloignées. On a une charge positive là. Et si vous touchez maintenant, avec votre bâton de verre, vous touchez la tablette ici, les plus et les moins vont se neutraliser ici, mais ça restera chargé. Donc, vous avez un électroscope qui reste chargé. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec cet électroscope? On savait qu'il se décharge au cours du temps. Et ça, bon, si vous n'avez pas un vide complet ici, vous avez un peu d'air, un peu de conductivité électrique, ça va se décharger. Mais ça se décharge plus vite. Et au début du XXe siècle, on venait de découvrir la radioactivité, c'est-à-dire on savait que le sol produisait des électrons, des particules électriquement chargées, et donc les particules du sol, si elles arrivaient issues du sol, si elles arrivaient à pénétrer là, pouvaient annuler cette charge et faire en sorte que l'électroscope retrouve sa forme d'origine. Mais ça allait quand même beaucoup trop vite. Donc il y a un truc là, quelque part dans l'air, qui produit des particules électriquement chargées. On ne sait pas
qu'est-ce que c'est? Donc, la seule idée, c'est que c'est le sol. Alors, éloignons-nous du sol, montons sur la tour Eiffel et regardons si ça va moins vite là-haut, si ça se décharge moins vite là-haut. Non, la réponse est non. Et donc là, on a commencé à dire, c'est peut-être pas dans le sol que réside cette source de particules électriquement chargées qui conduit à la décharge de notre électroscope, mais c'est peut-être dans l'air. Et un physicien autrichien, Victor Hess, il a eu l'idée qu'il pouvait monter en ballon à 5000 mètres. Ça, c'est une photo qu'on vend toujours. J'ai du mal à croire que ce monsieur, avec ces vêtements-là, soit monté à 5000 mètres, mais on m'a dit que si. Et en tout cas, l'histoire nous dit que Victor Hess a vu comment ça a évolué. Donc, évidemment, on monte à 5000 mètres, on se dit, maintenant, on est tellement loin du sol et de sa radioactivité qu'on devrait voir que l'électroscope garde sa charge plus longtemps. Et c'est le contraire qu'il a vu. Il a vu que plus il monte, plus la charge diminue rapidement. Et donc, la réponse est, j'ai une source de particules électriquement chargées qui est haut dans l'atmosphère et qui est sans doute dans l'univers. Et ces particules électriquement chargées venant de l'univers, on ne savait pas d'où à ce moment-là. Il les a appelées les rayons cosmiques. Donc, depuis 1912, on sait qu'il y a des particules chargées qui bombardent la Terre en permanence. Qu'est-ce qui se passe là? On s'imagine une molécule, un noyau atomique d'une molécule, par exemple l'oxygène ou l'azote, dans la haute atmosphère de la Terre. Il y a un proton de très haute vitesse qui tombe dessus, et qu'est-ce qu'il fait? Il va détruire ce noyau atomique, il va éjecter des particules et il va rendre le reste énergétique et ça va se désintégrer au cours du temps. Alors ça, c'est la physique nucléaire, mais ça, c'est la même chose. Ce que fait ce monsieur-là, c'est envoyer un rayon cosmique bleu sur les particules d'un noyau atomique. Et ce que fait la boule qui arrive, c'est qu'elle éjecte quelques quilles, et les autres quilles ont une énergie élevée, et s'éjectent de telle façon qu'elle s'éjecte elle-même, et tout le monde tombe s'il vise bien. Donc, ça, c'est une physique très, très similaire, avec des différences en détail. Quand on regarde le détail, ça devient plus complexe, mais le principe est tout à fait le même. Une particule électriquement chargée qui tombe sur l'atmosphère de la Terre va casser les noyaux, créer des particules secondaires, et ça va se poursuivre jusqu'au sol. Les particules secondaires vont de nouveau casser d'autres, et ça c'est montré dans cette jolie simulation numérique qui montre la cascade. La particule arrive ici, crée des particules secondaires, et il y a toute une cascade de réactions nucléaires qui se développent jusqu'au sol, quand la particule primaire qui arrive de l'univers a une énergie suffisante. Donc on sait depuis 1912 que la Terre est en permanence bombardée par des particules de haute énergie qui viennent de l'univers. Alors, très bien, nous avons dit que nous avons des gaz qui sont chauds et nous avons quelques particules qui sont incroyablement plus énergétiques, incroyablement plus rapides que la moyenne des particules dans le gaz chaud. De la même façon que le coureur de 100 mètres en 10 secondes est incroyablement plus rapide que la moyenne des piétons. Alors, la question est de savoir comment est-ce qu'on accélère des particules à ces énergies-là. C'est quand même pas normal que ça soit là, qu'elles soient là. Comment est-ce qu'elles acquièrent cette énergie? Et le processus, en principe, est simple. Je fais tomber un objet dans le champ de pesanteur de la Terre. Là,
mon paquet de mouchoirs, il a une vitesse 0, et je le lâche, c'est-à-dire je l'expose au champ de gravitation, au champ de pesanteur de la Terre, il tombe, il devient de plus en plus rapide. Si je le faisais tomber de 5 mètres de hauteur, la vitesse serait celle d'un coureur des 100 mètres en 10 secondes. Donc 5 mètres de hauteur, c'est un peu difficile, mais on peut se l'imaginer. Mais ce n'est pas grand-chose, la gravitation est la force la plus faible qui existe dans la nature, donc ce n'est pas ça le mécanisme d'accélération. Il faudra une force plus forte. Et cette force plus forte, c'est le champ électrique, c'est la force électrique. Si on prend une particule électriquement chargée, un électron, un proton, un noyau atomique, et on l'expose à un champ électrique, on va voir que cette particule acquiert de la vitesse. Un exemple, c'est un tube au néon. Par exemple, vous mettez une tension ici et vous allez accélérer les électrons à l'intérieur à de très grandes vitesses qui sont tellement grandes qu'elles arrachent des électrons des autres atomes et c'est cela qui crée finalement la luminosité du tube à néon. Donc on accélère des particules avec un champ électrique. Et cette accélération, elle ne marche pas forcément très bien dans un milieu dense, même si le milieu n'est pas trop dense, s'il est très dilué, et ça c'est monnaie courante dans l'univers, à ce moment-là, vous pouvez le faire. C'est très simple de voir pourquoi on ne peut pas accélérer des particules dans un milieu dense. Je vous ai montré l'accélération de particules dans le champ de pesanteur de la Terre. Je peux essayer de vous le montrer avec ce papier. Vous savez ce qui se passe, ça accélère très lentement. Mais ça, c'est dû à la résistance de l'air, n'est-ce pas? Si ça tombe lentement, c'est parce qu'il y a des molécules d'air qui doivent être écartées. Et la surface est tellement grande qu'il y a beaucoup de molécules d'air qui s'opposent à cela. Si je fais cela, ça va plus vite avec la même masse. C'est-à-dire, si j'ai un milieu ambiant dans lequel j'accélère quelque chose, mon paquet de mouchoirs, la feuille de papier, il y a une résistance. De la même façon, quand je veux accélérer une particule chargée dans un gaz très très dense, elle acquiert un peu d'énergie, mais ensuite elle entre en collision avec les autres et elle perd son énergie. Donc ça ne va pas aller très loin. Mais quand j'ai un milieu très peu dense, quelques particules par centimètre cube, par exemple, là j'ai des conditions pour accélérer. Et ça peut se passer dans le Soleil. Mais pour avoir un champ électrique dans le Soleil, ça c'est pas une chose très simple, il faut que j'ai de la variabilité. Et pour ça, je voudrais parler un peu du Soleil en tant qu'étoile variable. Vous connaissez bien ce Soleil-là? Un soleil comme vous le voyez actuellement dehors, là c'est lors d'un début d'éclipse du soleil, mais ça c'est le soleil que nous connaissons tous, la photosphère qui est un gaz à peu près 6000 degrés et qui lui est relativement dense, beaucoup de particules par centimètre cube, ce n'est pas un bon site pour accélérer des particules. Mais nous savons que ce n'est pas tout. Le soleil a cette couche extérieure qu'on appelle la couronne qui nous est visible à l'œil seulement lors d'une éclipse solaire. Quand la Lune occulte la surface visible qui est extrêmement brillante, on voit le gaz très peu brillant qui est autour. Et ce gaz très peu brillant, il est très intéressant. La première chose qu'on voit, c'est que le Soleil en lumière visible, c'est rond, c'est une sphère. Ici, ce n'est pas du tout une sphère, c'est très irrégulier. Et on sait que c'est le champ magnétique qui fait cette structure. Donc si je projette un aimant, une image d'un aimant et de l'émail de fer qu'on utilise dans l'expérience de l'école pour montrer les lignes de force d'un aimant, on voit que ça va entre les pôles nord et sud de l'aimant, et ça s'étend très loin. Le Soleil, la couronne solaire, a cette structure irrégulière parce qu'il y a du champ magnétique
qui entrent en jeu et qui confinent les particules électriquement chargées. Parce que la couronne, elle est constituée de particules électriquement chargées. Elle est très chaude. On a vu en 1940 qu'elle doit avoir 1 million de degrés à peu près, et on se demande pourquoi depuis. Mais c'est un constat tout à fait solide que personne ne conteste aujourd'hui, ce qui pose une des grandes questions qu'on a aujourd'hui en termes d'astrophysique fondamentale. Donc cette couronne, elle a un champ magnétique et elle a des particules électriquement chargées. Alors, comment est-ce qu'on peut les accélérer? Il faut un champ électrique. Et comment est-ce qu'on crée un champ électrique? C'est par la variabilité du champ magnétique. Si vous avez un champ magnétique qui est variable au cours du temps, vous créez un champ électrique et vous pouvez en principe accélérer. Ça, c'est le principe. Les détails sont un peu plus compliqués. Alors, à certains moments, et aujourd'hui vous en avez vu, il y a des taches solaires aussi. Et les taches solaires, ça, c'est la preuve visuelle que le Soleil a un champ magnétique. Quand vous regardez les taches solaires, ici un peu plus en détail, et que vous analysez la lumière, vous pouvez mesurer avec certaines techniques le champ magnétique. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que toutes ces taches ici sont des polarités nord au sud du champ magnétique. Alors, exactement comme l'aimant, qui a une polarité nord et sud, et des lignes de force qui s'étendent entre les deux polarités. Les lignes de force s'étendent entre les différentes polarités, entre les différentes tâches. Là, vous avez l'intérieur du Soleil, disons. Là, vous avez les tâches. Et vous avez des champs magnétiques qui en sortent et qui connectent différentes tâches ou une tâche avec une région voisine et qui vous montrent ici cette structure en boucle magnétique. Alors ça, c'est un dessin. Est-ce qu'on peut l'observer? Oui, on peut l'observer, mais pour ça, il faut observer la couronne. Et la couronne, au-dessus des tâches, on ne peut pas l'observer en lumière visible parce que la photosphère est trop brillante. Mais on peut l'observer à d'autres longueurs d'onde. La couronne est très chaude et nous savons que plus un corps est chaud, plus il va émettre à courte longueur d'onde. Ça, c'est un fait de la physique bien connu. Si vous chauffez une barre de fer, au début, elle va émettre un peu dans le rouge et ensuite dans le blanc, quand elle devient de plus en plus chaude. Mais le blanc, ça veut dire qu'au rouge initial, c'est ajouté le jaune, le vert, le bleu. C'est-à-dire vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire plus vous chauffez une barre de fer ou un gaz, plus vous allez avoir tendance d'émettre dans les couleurs qui vont vers le vert ou le bleu. Et puisqu'il n'y a pas de limite, le bleu n'est pas une limite à l'émission, seulement c'est une limite de ce que nous pouvons voir. On voit encore un peu le violet, mais l'ultraviolet, on ne le voit plus. Mais l'ultraviolet est par exemple un émetteur typique d'un gaz plus chaud. Et quand vous regardez la couronne à 1 million de degrés en ultraviolet, vous voyez au-dessus des taches, on va revoir ça, des structures comme celle-là, des structures brillantes ici, qui sont exactement ces boucles magnétiques. Donc on voit bien qu'il y a un champ magnétique dans le Soleil. Au travers des taches, on voit des régions de champ magnétique très intenses qui émergent de l'intérieur du Soleil. Et entre les taches, les champs magnétiques qui s'étendent dans la couronne confinent du gaz qu'on voit par l'émission brillante en ultraviolet, ici par exemple. Et ça, c'est le Soleil entier en ultraviolet. Les couleurs, c'est des fausses couleurs parce qu'en ultraviolet extrême, c'est des fausses couleurs, c'est presque des rayons X. C'est des fausses couleurs, donc avec un instrument, on mesure si une région est brillante
ou si elle est peu brillante. Mais on voit le Soleil, on voit la couronne parce qu'on observe bien au-dessus du bord du Soleil visible. Et vous voyez ici des structures du champ magnétique, ces structures confinées qui sont dues aux lignes de champ magnétique. Ce n'était pas ce que je voulais faire, excusez-moi. Et vous voyez là une superposition à une image optique. Vous voyez les taches solaires ici, et là où on voit les taches solaires, on voit des structures qui s'étendent dans la couronne en ultraviolet. Et l'autre chose qu'on voit quand on regarde cette animation qui tourne sur plusieurs jours, puisque la rotation du Soleil est visible et la rotation se fait un tour en 27 jours, vu de la Terre. L'autre chose qu'on voit, c'est que rien n'est constant là. Le champ magnétique du Soleil, il n'est pas constant parce qu'il n'est pas ancré dans une barre de fer comme le champ magnétique qu'on fait voir au travers de la limaille de fer dans l'expérience de l'école. Le champ magnétique du Soleil est dans l'intérieur du Soleil et le Soleil est un gaz avec des mouvements de convection, surtout des mouvements systématiques du gaz à l'intérieur qui sont violents et qui transforment ce champ magnétique. Et des champs magnétiques temporairement variables, ça crée des champs électriques, et voilà comment on peut accélérer des particules. Alors ce « et voilà » fait l'impasse sur pas mal de détails que nous ignorons actuellement encore, parce que c'est là encore un sujet de recherche en astrophysique, mais au moins le principe est là. On sait en principe comment on peut accélérer des particules. Donc, mais comment est-ce qu'on les observe? Je vous ai parlé de l'expérience de Victor Hess tout à l'heure. Aujourd'hui, on a d'autres méthodes d'observer des particules par des particules énergétiques, par des émissions en rayons X, en ondes radio, en rayons gamma. Ici, vous avez un soleil le 24 août 2021, le soleil en lumière visible tel qu'on l'a vu à Meudon, le soleil en ultraviolet tel que l'a vu un satellite de l'ESA avec une expérience de l'Observatoire royal de Belgique. Et ici, en ondes radio, tel que nous l'avons vu avec le radiohéliographe de Nancy, qui est en région centre en France. Alors là, nous voyons la couronne, cette région laiteuse ici, où ça, ces différents aspects de la couronne, donc de ce gaz très très chaud qui entoure le Soleil. Mais je vais vous montrer cette image-là et les suivantes, ce qui change avec un rythme de 1 minute. On a pris là une image par minute et vous allez voir comment l'aspect du Soleil change. Tout d'un coup, il y a des sources tellement brillantes qu'on ne voit plus le fond du Soleil. Donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas en lumière visible, et heureusement, si le Soleil tout d'un coup se mettait à être 1000 fois plus brillant que l'instant d'avant, la vie n'aurait pas pu se développer sur la Terre. En ondes radio, c'est autre chose, c'est pour l'énergie totale du Soleil, c'est pas grand-chose, mais ici, ça c'est typiquement une émission extrêmement brillante qui est due au fait que quelques électrons sont accélérés à des vitesses qui sont bien supérieures aux vitesses que les électrons ont dans cette couronne à 1 million de degrés, et tout d'un coup, ces électrons deviennent des émetteurs d'ondes radio ou bien de rayons X très importants. Et donc, avec les instruments que nous avons annoncés, nous contribuons à fournir des données et à les exploiter nous-mêmes pour comprendre comment cette accélération marche. Alors, une autre méthode que nous utilisons est beaucoup plus proche de ce que Victor Hess a vu en 1912, à savoir l'impact des rayons cosmiques sur la haute atmosphère de la Terre. Donc, on avait dit, avec l'exemple du joueur de bowling, que les particules qui arrivent, les particules d'haute énergie qui arrivent, cassent les noyaux atomiques, éjectent des neutrons et des protons qui ont eux-mêmes
assez d'énergie pour refaire ce jeu et de refaire ça jusqu'à ce que des particules arrivent à la Terre. Et là, nous avons un instrument à la Terre qui est un instrument assez grand. Là, c'est une taille de 2 mètres et là, c'est une dizaine de mètres, qui s'appelle un moniteur à neutrons qui détecte ces particules. C'est un très vieil instrument, il date des années 1960, mais c'est toujours un instrument qui est l'état de l'art pour détecter des particules les plus énergétiques, les plus rapides que le Soleil puisse accélérer. Et c'est à ce titre-là que nous l'opérons toujours grâce à l'Institut polaire français qui l'héberge parce que nos 2 moniteurs à neutrons sont sur la côte antarctique et aux îles Kerguelen, ici. Il y a tout un réseau mondial d'une 50aine d'instruments. Et qu'est-ce qu'on voit avec cela? Eh bien souvent, on ne voit pas grand-chose. Là, c'est en janvier 2020, minimum d'activité. Je vous ai tracé ici sur 24 heures le signal de notre moniteur à neutrons à Terre Adélie. C'est d'un intérêt tout à fait limité parce que c'est totalement constant. Il ne se passe rien. Bon, non, on attend que ça se passe. En 2005, il y avait un gros groupe de tâches et le signal évolue autrement. Parce que là, tout d'un coup, il y avait un gros sursaut de comptage de particules parce qu'il y a des particules qui sont venues de l'univers, en particulier du Soleil, ce qui est relativement rare, ça arrive de temps en temps, et qui ont très largement augmenté le niveau de notre compteur d'un facteur 50. C'était un événement record, on n'a pas vu ça avant ni après avec notre instrument. Et quand on regarde en ultraviolet, on a ici une image, un film du jour avec une image toutes les 12 minutes, ça va recommencer. Vous voyez dans la région où il y avait la tache, il y avait un flash lumineux qui est ce qu'on appelle une éruption, une libération brusque d'énergie. Et dans ce contexte-là, ont été accélérés les protons qui sont arrivés pratiquement à la vitesse de la lumière à la Terre pour faire ce pic tout à fait considérable et impressionnant. Donc nous étudions ce genre d'observation pour comprendre comment ça se passe. C'est vraiment une question d'astrophysique fondamentale qui n'a pas forcément un impact direct sur la vie quotidienne. Et quand je dis qu'il n'a pas forcément un impact direct, elle n'a en tant que telle, la question en tant que telle, n'a pas d'impact direct sur notre vie quotidienne. C'est vraiment une question qu'on se pose pour comprendre la physique de ce qui nous entoure, c'est-à-dire l'univers. Quels sont les mécanismes qui accélèrent un proton de quelques centaines à quelques centaines de milliers de kilomètres par seconde? On ne sait pas encore et on essaye de le comprendre au travers de ces observations. Là, on a regardé sur le Soleil, mais les particules de haute énergie, ça existe ailleurs dans l'univers. Vous avez par exemple Jupiter, la planète Jupiter, vue en lumière visible avec les bandes de nuages que vous connaissez bien. Quand vous l'observez en radio, il a une tête tout à fait différente. La planète visible serait à l'intérieur de ce cercle. Ce qu'on voit en radio, c'est 2 sources brillantes de part et d'autre. Et en fait, ce sont des électrons de très haute énergie qui se propagent pratiquement à la vitesse de la lumière et qui sont confinés dans le champ magnétique autour de Jupiter, dans un tore autour de Jupiter. Et ceux qui connaissent le champ magnétique de la Terre ont peut-être entendu parler de ceinture de Van Allen, qui est une ceinture autour de la Terre où des particules, des électrons, des protons sont confinés par le champ magnétique de la Terre, tout à fait de la même façon, seulement Jupiter a un champ magnétique autrement plus important et autrement plus étendu que la Terre, et on voit ces sources autour de Jupiter. La question de savoir d'où ces particules atteignent comment ces particules atteignent la vitesse de la lumière est là encore une question de recherche.
autre chose, les restes de supernova. Ça, c'est une supernova qui a explosé aux alentours de 1600. Je ne sais jamais si c'est celle de Brahe ou de Kepler, mais un des deux les a observées. Et ça, c'est ce qu'on voit avec le télescope spatial en lumière visible. Et ça, c'est ce qu'on voit avec un radiotélescope. L'allure est différente, et à partir de la différence des allures, on peut comprendre quelque chose sur la nature, sur l'énergie des particules, ici des électrons, qui émettent ces émissions-là. Et un troisième exemple, une galaxie dans la constellation de Cygne. Quand vous regardez l'image optique, vous allez voir la galaxie ici. Mais en radio, vous avez ces lobes qui sont dus à des électrons se propageant à la vitesse de la lumière, qui sont éjectés par le trou noir central, au moins c'est l'idée qu'on se fait actuellement, et portés à des hautes vitesses. Le Soleil est un piètre accélérateur de particules par rapport à ces noyaux de galaxies actives ou restes de supernovae, mais le Soleil est un objet très proche que nous apprécions justement parce qu'il a une activité modérée, mais elle nous permet beaucoup de moyens de l'étudier de fait de sa proximité. Alors moi, personnellement, j'ai découvert un peu tardivement, il y a une trentaine d'années, qu'il y a autre chose que l'astrophysique fondamentale dans ces histoires-là. Il y a une application que certains d'entre vous qui sont dans l'aviation civile connaissent bien, qui fait tout à fait partie de la vie des non-astrophysiciens, à savoir les doses de radiation que les rayons cosmiques et de temps en temps les particules de haute énergie peuvent engendrer dans l'atmosphère de la Terre. Alors, quand Victor Hess a découvert les rayons cosmiques, il s'était posé la question si les électroscopes ne se déchargent pas à cause de la radioactivité de la Terre. On sait qu'il y a des éléments radioactifs dans la Terre, du radium par exemple, et donc ça fait des réactions qui libèrent des électrons qui auraient pu être la cause de la décharge des électroscopes. Il a trouvé autre chose, il a trouvé que quelque chose de similaire se passe en fait dans l'atmosphère. Il y a des particules qui arrivent de l'univers, qui cassent les noyaux et qui libèrent entre autres des neutrons, des protons, aussi des électrons. Et ces électrons sont une dose à laquelle sont exposés les humains. Nous, au sol, nous sommes exposés à toutes sortes de doses de radioactivité. Il y a dans nos maisons, il y a un gaz qui s'appelle radon, qui est issu des roches et des matériaux de construction. C'est une dose naturelle qui nous entoure. De temps en temps, on a une radiographie, on a un traitement médical. On reçoit une dose qui, en France, est entre 2 et 6 millisieverts par an. L'unité millisievert ne vous parle peut-être pas, mais ce n'est pas grave. C'est la radioactivité naturelle. Selon l'endroit où vous êtes en France, vous avez une plus forte ou une moins forte dose. En Bretagne, le sol est granitique. C'est un sol qui est très prolifique. Vous avez une dose supérieure et il y a d'autres régions en France. Mais en tout cas, ce sont des doses qui sont à un niveau où il n'y a aucune notion de dommage sur la santé. Il faut des doses beaucoup plus élevées pour qu'il y ait des dommages possibles sur la santé. Mais néanmoins, il y a des travailleurs qui sont exposés à des doses qui sont plus élevées que la moyenne d'entre nous. Et parmi ces travailleurs, il y a évidemment les gens dans l'hôpital qui travaillent avec des radiographies, il y a les travailleurs du nucléaire et il y a le personnel de l'aviation civile, parce qu'en moyenne, le personnel navigant de l'aviation civile a une dose moyenne annuelle due au rayonnement cosmique qui est un peu supérieure à la dose des travailleurs dans les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires en bon fonctionnement, évidemment, qui
Donc, à ce titre-là, il y a une obligation de surveillance de chaque membre de l'équipage et nous contribuons à l'Observatoire de Paris à cette surveillance en fournissant des données d'entrée à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui effectue le contrôle et la surveillance des doses de radiation reçues par le personnel navigant. Et nous avons dans notre labo un petit compteur, ça c'est plutôt pour voir un effet, que ce n'est pas la mesure que nous faisons, que j'ai emmené sur un vol entre Paris et Pékin. Et quand on met ce compteur de particules en route, on voit que la radiation, la dose de radiation, quand on part ici à la latitude de Paris, elle monte très rapidement au fur et à mesure que l'avion monte dans les airs, atteint ensuite un niveau, disons, constant, mais bien élevé par rapport à ce que c'était au niveau du sol. Et quand on s'approche ici des hautes latitudes, ça monte un peu. Quand on s'approche, dans l'approche vers Pékin, des basses latitudes, ça redescend. Et on obtient, ici à l'atterrissage à Pékin, on est évidemment de nouveau protégé par l'atmosphère. Donc on voit bien qu'il y a une dose de radiation plus élevée dans l'air. Pour le voyageur occasionnel, ce n'est pas grand-chose. Pour le personnel navigant, ça crée la nécessité et l'obligation légale en France d'être surveillé au même titre que les travailleurs dans les hôpitaux qui travaillent avec les radiographies. Donc en France, on fait cette surveillance en coopération avec l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire, la Direction générale de l'aviation civile. Nous avons une source permanente qui est le rayonnement cosmique que Victor Hess a découvert, qui arrive en permanence, qui est un peu modulé par le champ magnétique du Soleil, mais qui évolue très peu. Et on fait des cartes, vous pouvez trouver sur notre site web des cartes de doses de radiation, c'est-à-dire ces cartes dues au rayonnement cosmique galactique ne sont pas faites par nous, par un institut à Munich. Donc on trouve une dose de radiation qui est un peu plus élevée au pôle, au voisinage de pôle. Ici, vers l'équateur, même à altitude d'aviation, on est très bien protégé par le champ magnétique de la Terre. Et quand on a un événement solaire comme celui qu'on a vu tout à l'heure avec les moniteurs à neutrons, où tout d'un coup le taux de comptage augmente, là, les régions, surtout les régions polaires, sont beaucoup plus exposées. Et ça, c'est un sujet à une surveillance après coup. Je crois que lors de cet événement-là, qui était le plus fort qu'on ait jamais vu, depuis qu'il y a ce type d'observation dans les années 1960, a augmenté la dose de façon à ce que la dose normale pour un vol Paris-San Francisco ou Paris-Pékin aurait été doublée ou triplée. C'est toujours très loin des risques aigus pour la santé, mais ça entre dans le dossier médical du personnel. Donc, nous contribuons à cela. Nous avons développé un modèle d'évaluation des doses de radiation qui repose sur ces mesures-là et les compare avec des mesures à bord de certains avions, des vols Concorde qui ont été faits dans les années 1977 à 2001. Il y a eu 3 ou 4 événements solaires remarquables qui ont été mesurés par les détecteurs à bord des Concorde et nous utilisons cela pour le modèle d'évaluation qu'on utilise aujourd'hui avec l'IRSN et que nous utilisons aussi pour un service de météo de l'espace qui existe maintenant au niveau mondial pour l'aviation civile, qui est encore à un stade expérimental.
Le but n'est pas de dévier les avions. Il n'y a pas eu d'événement qui aurait mérité de dévier les routes d'avions ou de clouer les avions au sol depuis qu'on fait ces mesures-là. Le but est de voir s'il n'y a pas un événement majeur où éventuellement il faudrait intervenir ou avoir au moins une communication après coup pour rassurer tout le monde. Parce que l'enjeu n'est pas de dire ces événements solaires peuvent complètement mettre en danger le personnel ou les voyageurs. L'enjeu est de dire on mesure et on sait, avec les événements qu'on connaît historiques, qu'on est très loin des doses de radiation qui peuvent produire un danger. Mais c'est un exemple qui, pour moi, est très intéressant parce qu'à partir d'un sujet qui, pour moi, était un sujet d'astrophysique fondamentale, on se trouve tout d'un coup confronté à un besoin qui, pour les équipages, pour le personnel navigant de l'aviation civile, est un besoin médical. Alors, nous manquons en principe de validation des modèles par des observations à bord des avions, parce que le Soleil produit très très rarement un événement qui soit mesurable. Le dernier qu'on a mesuré et étudié en détail date de 2006. Donc, c'est un événement très rare. Il y a quelques avions d'Air France qui sont équipés par des détecteurs de particules. Il y a un programme de sciences participative mené par l'IRSN et quelques autres institutions qui s'appelle Cosmic On Air, où les passagers peuvent s'équiper de petits compteurs de particules ou de doses de radiation mesurées pendant leur vol et transmettre les mesures qu'ils ont faites au site Cosmic On Air pour le partager avec d'autres. Voilà un petit tour autour des particules de haute énergie du Soleil, une image un peu différente du Soleil de celui que vous connaissez et que vous avez amplement vu hier et aujourd'hui. Donc, la particule de haute énergie, c'est un proton, un noyau atomique ou un électron. La caractéristique de base, c'est que la particule est bien plus rapide que la moyenne des particules dans un gaz chaud dont il est issu, par exemple. Les particules de haute énergie du Soleil sont beaucoup plus énergétiques que l'énergie moyenne de ce gaz de 1 million de degrés de la couronne solaire où elles ont été accélérées. On voit beaucoup d'objets astrophysiques justement parce qu'il y a ces énergies-là, parce qu'il y a ces particules de haute énergie-là, par exemple les restes de supernovae. La Terre est bombardée en permanence, ça on le sait depuis 1912, et on les appelle les rayons cosmiques, on a ces particules qui font cela. Et c'est dans un premier temps, pour moi, un enjeu astrophysique, comprendre les processus fondamentaux, et en même temps, c'est aussi un enjeu de radioprotection où les mesures de surveillance sont utiles pour ce que je vous ai dit concernant l'aviation civile. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, merci beaucoup Karl Ludwig pour cette excellente et éclairante présentation qui nous a permis déjà de nous rassurer en tant qu'ex-personnel navigant. Je comprends toute la nature de ce qui a été dit et du côté rassurant pour les personnels de savoir qu'on est quand même sous surveillance et que s'il devait se passer quelque chose, on nous le dirait. Et non pas comme ce fameux nuage de Tchernobyl qui, je vous rappelle, s'est arrêté aux frontières. Tout le monde l'a bien retenu. Donc rendons grâce à l'Observatoire de Paris de nous prémunir et de nous prévenir de ces soucis. Avant de demander s'il y a des questions dans la salle, moi j'en ai deux. Moi, j'aimerais qu'on évoque cette particule légendaire qui, je crois, s'appelait Oh My God particule. C'est cette particule qui avait une énergie cinétique monstrueuse. Alors, est-ce qu'elle est légendaire? Est-ce qu'elle est vraie? Ça, c'est ma première question. Si elle a toujours ce nom-là, elle est légendaire. Elle est toujours légendaire. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais je crois qu'il y avait de l'excès dans les termes
Mais c'est une question intéressante. Effectivement, on se demande jusqu'à quelle énergie est-ce qu'on peut aller. Je n'ai pas mentionné des valeurs d'énergie, du gigaélectronvolt ou quelque chose comme ça, parce que ça ne parle pas vraiment. On peut mesurer les énergies qui viennent de l'univers. Et les particules les plus énergétiques qu'on puisse mesurer, c'est des protons qui ont l'énergie d'une balle de tennis servie par un professionnel, donc à 200 km à l'heure. C'est bien ce que j'avais en tête. Et ça, mais c'est des protons. Oui. Mais juste des protons, ce n'est pas une particule énigmatique, dont il y en a aussi, mais c'est un proton tel qu'on le connaît dans les noyaux d'hydrogène, mais qui a vu des choses dans l'univers qui l'ont accéléré à des vitesses énormes. On ne sait évidemment pas comment ça marche. Et on peut mesurer indirectement que ça impacte la Terre. Il y en a très peu de particules qui impactent la Terre. Et si cette particule passe par moi actuellement, elle ne me fait ni chaud ni froid, parce qu'elle est tellement rapide qu'elle ne va pas interagir avec la matière. Donc ce n'est pas celles-là qui sont dangereuses. Un petit côté rassurant quand même. Oui. Et la deuxième question, pour une particule qui tape notre atmosphère, ça donne donc une gerbe de particules. Oui. Est-ce qu'on a une petite idée de la quantité de sous-particules qui sont créées à cette occasion? C'est vraiment des milliers, ça dépend beaucoup dépend beaucoup de l'énergie de la particule. Donc plus la particule primaire a de l'énergie, plus elle va induire des particules secondaires. Donc ça, c'est tout à fait logique. Donc vous pouvez avoir des milliers de particules. Donc nous, typiquement, pour un neutron qui arrive à la Terre, nous générons quelques autres dans les détecteurs. Non, je n'ai pas le nombre en tête entre les neutrons qui arrivent par la Terre par rapport à la particule initiale. Mais effectivement, la particule initiale perd son énergie, et pour prendre l'énergie qu'elle a, il faut beaucoup de particules secondaires qui la prennent. Bon, donc il se passe des choses dans notre atmosphère. Je vais prendre maintenant vos questions. Je vous écoute. Oui, moi j'ai une question plutôt sur l'aspect impact. Sanitaire. En fait, vous avez dit à juste titre que les personnels navigants dans les centrales nucléaires, dans les laboratoires, ils sont équipés de dosimètres, ceux qui travaillent sur le rayons X aussi. Donc j'imagine que on a quand même un recul sur les mesures d'exposition liées à l'analyse de ces dosimètres-là. Donc est-ce qu'on a pu faire des études épidémiologiques sur ces cohortes de gens? Ça représente quand même des dizaines de milliers de gens sur des dizaines d'années. Donc ça fait une accumulation de données qui est quand même très très importante. Et logiquement, si on fait des études épidémiologiques un peu sérieuses sur un échantillonnage aussi large, on doit pouvoir aboutir à l'établissement de ce qu'on appelle une valeur toxicologique de référence. Ça c'est dans le biomédical. Il doit y avoir l'équivalent en exposition en radiation. Oui. On pourra ensuite comparer les niveaux d'exposition véritables par rapport à cette valeur-là et voir s'il y a un véritable problème ou pas. Donc c'est une question un peu à tiroir. Mais... Oui, surtout une question où je n'ai pas d'expertise, parce que je suis astrophysicien. La question, elle est justifiée, mais je n'ai pas de réponse d'expert à donner. Ce que j'entends dans mes discussions avec les collègues à l'IRSN, c'est qu'en dessous de 100 millisieverts, il n'y a aucun risque de santé avéré. Et 100 millisieverts est très très loin de ce qu'on reçoit. Donc je vous ai dit qu'on reçoit, en France, on reçoit entre 2 et 6 millisieverts au sol. Et pour le personnel de l'aviation civile, il me semble qu'à partir d'une dose annuelle de 6 millisieverts, il faut être affecté à des vols moins exposés. Les vols les plus exposés, c'est ceux qui s'approchent des pôles, donc les Paris États-Unis ou les Paris Asie, alors qu'un Paris Afrique du Sud est beaucoup moins exposé, mais il y en a moins, donc c'est un problème logistique, pas
pas facile à régler. Mais on est dans tous les cas, quand on regarde un vol transatlantique, il fait une dose de typiquement 50 microsieverts. Donc, c'est cumulatif, oui, effectivement. Donc, vous avez déjà une grosse différence d'un facteur 2 à peu près entre Paris et la Bretagne. Donc, c'est dans ces eaux-là que la variation joue. Mais je sais bien que j'ai utilisé beaucoup de mots pour ne pas répondre à votre question, excusez-moi. Bon, on a quand même retenu que la Bretagne était un pays dangereux. Oui. C'est ce qui ne nous étonne qu'à moitié, en fait. Voilà. Un des premiers signes, d'ailleurs, je crois que c'est la calvitie, non sur le... Non, je rien dit. Oui, bien sûr. Donc, je suis ingénieur et je travaille dans l'imagerie médicale en radiologie, justement. Donc, ce sont des domaines donc, il y a effectivement des domaines de toxicité. Donc, il y a des seuils à ne pas dépasser, c'est extrêmement contrôlé. L'IRSN est là pour nous supporter. Et, juste à titre d'anecdote, une banane, manger une banane, c'est 100 nanocivert. Moi, j'ai toujours dit que les légumes, c'était très dangereux. Voilà, parce que tout ce qui est banane, salade, pomme, on est d'accord, il faut éviter. Mon épouse n'est pas là. Bien. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Profitez-en. C'est le moment ou jamais de tout savoir. Non, je crois que vous avez été clair. Et puis j'ai conscience que la température, il fait un peu froid dans la salle et que ça gèle un peu, donc manifestement. Il ne reste plus qu'à remercier Karl Ludwig Klein de cette prestation. Vraiment, merci. Et on va donc couper le direct et puis je vais appeler notre vice-président préféré, Jérôme Miaud, que vous avez tous reconnu, et je vais lui passer la parole.